Voilà, chers amis, bonjour. Je vous laisse entrer, vous installer. Dans quelques minutes, nous allons aborder ensemble un sujet qui vous concerne, qui nous concerne tous, à un moment de notre vie, bien évidemment. C'est la santé globale, donc pas uniquement la médecine, la santé. Donc les bien portants, on parle de leur santé, bien évidemment. Et puis cette mutation fantastique qui se passe à l'heure actuelle, grâce ou à cause de l'informatique, de la numérisation, des moyens de communication. Je suis Alain Ducardonnet, je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant toute cette heure. Je suis médecin, toujours pratiquant, comme j'aime le dire, je suis cardiologue, et je suis consultant santé pour BFM TV, RMC et Le Parisien Magazine. Alors pour parler de ces changements, de ces mutations, n'hésitez pas à venir vers nous là. Voilà, venez vers les premiers rangs, parce que comme ça on vous voit mieux, c'est plus sympathique et on est plus ensemble. N'hésitez pas à avancer. Pour parler de ces mutations, vous allez rencontrer deux invités de grande qualité, parce que non seulement dans leur domaine d'expertise, ce sont des leaders, c'est incontestable, mais en même temps, ils ont assuré cette espèce de mutation, de transformation qui est l'exercice médical, l'exercice de la recherche clinique, de la recherche fondamentale. Donc tous ces stades qui font qu'aujourd'hui, eh bien, la France se porte bien sur le plan de la santé et les maladies sont quand même relativement bien prises en charge. Alors quand je disais que la transformation était très importante, c'est vrai que l'informatique est au centre du problème. L'informatique, c'est... Vous connaissez vos ordinateurs, vous savez que vous pouvez poser des questions, vous avez des chats, vous avez toute possibilité de consulter des sites, même aujourd'hui de demander des conseils médicaux, du téléconseil médical. Mais les grands, les majors comme on les appelle, ont également maîtrisé la chose pour faire, en particulier, c'est un des exemples, un ordinateur qu'on appelle l'ordinateur Watson, qui doit être un copain à vous. Watson, vous avez sûrement entendu parler déjà de ce Watson, parce que ce Watson, il sait tout, ou presque. Et il se confronte à beaucoup de techniques. Il se confronte, le jeu du Jeopardy qui est aux États-Unis est largement développé, il a battu tous les champions du Jeopardy. Donc ça veut dire que ces intelligences artificielles, puisque c'est le nom qu'on peut leur donner, eh bien ces intelligences artificielles sont en train de révolutionner la santé, parce qu'elles ont la matière, parce qu'elles ont les informations, parce qu'elles ont capacité à faire avec des calculs, avec des schémas, des réseaux, des propositions de diagnostic, de traitement et de suivi, mais, bien évidemment, tout ça n'enlèvera pas, parce que là vous êtes en train de vous dire, bon alors je veux dire la médecine ça devient dématérialisé. Non. Tout cela va simplement permettre peut-être aux médecins, aux chercheurs, de se pencher, de prendre plus de temps pour faire des choses qu'ils n'avaient peut-être plus beaucoup le temps de faire, et en particulier pour les médecins, pour valoriser, favoriser, améliorer la relation entre son patient et lui-même. Et ça, c'est important de pouvoir continuer à parler. L'ordinateur pourrait parler probablement, mais pas forcément avec une voix extrêmement chaleureuse. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir donc d'accueillir à la tribune Christian Bréchot, qui est un professeur de médecine qui a beaucoup travaillé sur le foie. C'est un homme du foie, un homme des hépatites. Vous savez, les hépatites, les inflammations du foie, hépatite C, hépatite B, etc. Et puis qui ensuite, comme c'est un brillant chercheur, a dirigé l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut de la recherche médicale en France, en quelque sorte. Et puis, comme il n'avait pas assez fait de choses, eh bien, il s'est dit, maintenant, je vais m'attaquer à une autre structure. Non, on lui a demandé de venir. C'est l'Institut Pasteur. Tout le monde connaît l'Institut Pasteur. Alors, on n'en parle pas uniquement quand il y a la grippe, mais vous verrez que ça recouvre un certain nombre d'activités extrêmement importantes. À ses côtés, on a le plaisir d'avoir M. Génin, qui, lui, est un chercheur en neurosciences. Alors, chercheur en neurosciences, vous savez, pendant longtemps, le cerveau, on s'est dit, le cerveau, c'est bizarre, c'est là-haut, et on ne savait pas grand-chose. Et l'imagerie a révolutionné en quelque sorte le cerveau en disant mais il se passe des choses là-dedans et on commence à les appréhender. Et donc, ce chercheur que vous allez pouvoir interroger tout à l'heure, car vous pourrez bien évidemment poser des questions, travaille dans un institut assez exceptionnel, qui est un vrai modèle d'organisation de recherche et d'application, qu'on appelle l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est basé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et il va vous expliquer en quoi ces nouvelles méthodes
ont révolutionné les avancées qu'on peut faire dans la connaissance du cerveau de la moelle épinière, dans son fonctionnement normal, mais aussi bien évidemment dans les maladies. Voilà. Et puis surtout, encore une fois, je compte sur vous pour que vous puissiez poser des questions. On va faire une première salle d'entretien avec nos deux intervenants. Et puis on fera une petite pause, vous pourrez poser des questions. Une deuxième salle et encore des questions. Donc je compte sur vous, bien évidemment, pour réaliser le dialogue. Alors, peut-être première question. On va commencer par M. Bréchot. Pour que vous nous disiez un petit mot de ce que fait l'Institut Pasteur, et j'allais dire, au travers de l'INSERM, au travers de votre carrière extrêmement brillante, comment vous avez vu arriver l'informatique? Alors vous n'êtes pas vieux, bien évidemment, donc on ne va pas parler du Minitel, mais comment est-ce que vous avez vu arriver cela et comment aujourd'hui à l'Institut Pasteur, dans les activités, cela s'intègre? Merci. Je pense effectivement que c'est un changement total dans la manière de voir les choses. Juste pour bien comprendre, l'Institut Pasteur, c'est un institut bien sûr basé à Paris, 2500 personnes dans un campus magnifique. Mais l'Institut Pasteur, ce sont en fait 33 instituts dans 26 pays, 10 en Afrique, 9 en Asie, 3 en Amérique du Sud. Donc, dans la discussion que vous introduisez, c'est comment effectivement toutes ces technologies changent profondément notre conception de la santé globale. On vit maintenant dans un monde où un enfant de 2 ans qui se réfugie dans un arbre creux à la frontière entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, malheureusement est infecté par le virus Ebola du fait de chauves-souris qui avaient mis leur nid. Et à partir de ce cas, c'est le monde entier qui est menacé. Et pour l'instant, on vit Zika, etc. Donc comment on vit le numérique dans ce contexte? Comme une approche totalement différente à la surveillance des maladies infectieuses, à la prédiction, à la modélisation des maladies infectieuses. Le sujet, c'est, on est déjà en train de parler un peu moins de Zika, même s'il est toujours là, bien sûr. La question, c'est le coup d'après. C'est comment est-ce qu'on peut prévoir, à partir de virus dont on connaît certains qui sont actuellement en Afrique, comment est-ce qu'on peut prévoir ceux qui vont émerger? Et ça veut dire cesser d'analyser, et c'est comme ça que je l'ai vécu, cesser d'analyser une relation bilatérale entre un virus, le foie par exemple pour les hépatites, un virus, l'autre, mais analyser de façon globale l'homme dans son écosystème. Parce que c'est ça le sujet. C'est le virus, c'est le pathogène, c'est la génétique de l'autre, c'est la nutrition, c'est l'environnement. Et est-ce que des technologies peuvent nous permettre d'analyser la totalité? Eh bien, si on avait eu cette réunion il y a 6 ans, la réponse aurait été « ça n'est pas possible ». Donc, comment j'ai vécu, pour répondre plus précisément à la question, j'ai vu ça comme quelqu'un qui, à titre personnel, est totalement incompétent dans le domaine, du fait quand même de ma génération, mais qui voit arriver quelque chose qui change tout sur la manière de comprendre comment aborder les problèmes de santé. Voilà, on va revenir tout à l'heure en effet avec des exemples précis, parce que là, bon, on va se dire, on raconte des concepts, c'est vrai, mais vous allez voir, on va rentrer dans les choses précises pour vous montrer à quel point cette capacité d'avoir des données, d'avoir des informations peut servir dans bon nombre de domaines. Alors, Alexis Génin, vous êtes dans un domaine, encore une fois, je disais, il y a peut-être il y a 20 ans. Moi, quand j'ai commencé mes études à la Pitié-Salpêtrière, la neuro, c'était bon, on disait, voilà, le neurologue, je vais vous dire, on disait, oh, il est capable de dire que c'est la petite branche du nerf qui va là, qui va pas bien du tout, mais après, on ne sait plus rien et on ne fait plus rien. Ça a beaucoup changé depuis. Qu'est-ce qui a transformé la neurologie? Et un petit mot, bien sûr, de ces instituts cerveau et moelle dont on est si fiers. Alors, la neurologie a effectivement énormément changé. Pour autant, si je vous demande dans la salle, est-ce que vous connaissez un médicament qui guérit la maladie d'Alzheimer? Allez, levez la main ceux qui disent « oui, je connais un médicament qui la guérit ». Ok, personne. C'est normal, il n'y en a pas. Un médicament qui guérit la maladie de Parkinson? C'est normal, il n'y en a pas. Un médicament qui guérit l'épilepsie, la sclérose en plaques, les tumeurs oncologiques? C'est normal, il n'y en a pas. Voilà, c'est pour ça que l'ICM s'est créé. Donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, c'est justement ce besoin d'avoir une révolution dans la façon dont on traite les maladies du cerveau et de la moelle épinière. Et cette révolution, elle passe par de la médecine de pointe, mais aussi par une recherche de pointe qui s'appuie sur des nouvelles technologies. Depuis la période il y a 20 ans,
une grande révolution, c'était la révolution de l'imagerie médicale. On peut maintenant imager le cerveau à une précision inférieure au millimètre. Et donc voir de façon très précoce quelque chose, un changement, un signal faible, capable de dire on est en train de prendre le chemin de la maladie, et donc la traiter plus tôt. Et ça fait évoluer la neurologie d'hier vers une neurologie de demain qui est une neurologie beaucoup plus préventive. Comment est-ce qu'on peut agréger et identifier un signal permettant d'identifier, avant même que les signes cliniques soient là, l'arrivée de la maladie et donc la traiter avant les premiers symptômes. Alors pour faire tout ça, bien évidemment, on pourrait prendre la boule de cristal, c'est une seule façon de voir, en disant tiens, ça devrait peut-être être ça. Il y a des gens très sérieux, et des politiques et autres, qui vont quand même voir des dames qui leur donnent l'avenir. Donc non, très sérieusement, et je voudrais juste que vous nous donniez un petit commentaire là-dessus, c'est mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est un mot que vous pouvez utiliser dans tous les dîners, vous verrez intelligence artificielle, tout le monde immédiatement dit mais qu'est-ce que c'est? Alors, Christian Bréchot, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, d'abord, je ne suis pas forcément le meilleur expert pour la définir, mais ma compréhension des choses et la manière dont je l'utilise pour la pratique, justement, c'est la capacité pour l'ordinateur, pour la machine, à condition de l'éduquer, et ça c'est un point essentiel, d'être capable de l'éduquer, d'assumer des fonctions, justement, qu'on est absolument incapable d'assumer en termes, si je prends mon point de vue Pasteur, justement, de meilleure prédiction de ce qu'on appelle la médecine personnalisée, la médecine qui nous permet réellement de mieux comprendre à un niveau individuel quels sont les risques et quelle est par exemple la sensibilité. Peut-être qu'on y reviendra par exemple sur la question des vaccins, c'est un grand sujet. Donc la médecine, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous permet justement d'intégrer un certain nombre de facteurs dans un environnement extraordinairement complexe de l'individu, des populations et des maladies, d'une façon qu'on ne pouvait pas faire avant, et aller au-delà finalement. Alors après, est-ce que ça peut remplacer justement l'intelligence humaine? C'est toujours le débat qu'il y a. Moi, personnellement, j'ai une vue très naïve là-dessus. Je pense que ce n'est pas vraiment le sujet actuellement. Le sujet, c'est un ordinateur qui est capable... Je parlais de modélisation, pour être vraiment concret. Pour moi, l'intelligence artificielle, et c'est là-dessus que travaillent des chercheurs de Pasteur, parce que l'enjeu, c'est la multidisciplinarité, c'est comment on peut modéliser, par exemple, une cellule infectée par une bactérie ou par un virus, comment, grâce à ça, on peut trouver des nouvelles cibles diagnostiques et thérapeutiques, et comment également, grâce à un effort global de modélisation, on peut mieux définir les paramètres qui vont nous faire dire « Ah, attention, là, dans 5-6 mois, en Polynésie, il y a un risque ». Et ne pas toujours être derrière, en train de réagir derrière, mais être capable d'anticiper les grands problèmes de santé. Donc c'est une définition très rudimentaire de l'intelligence artificielle, mais elle est opérationnelle. Voilà, ce qui est important, c'est d'imaginer que tout cela, ce n'est pas une vue de l'esprit d'informaticien un petit peu fou ou de grands majors qui veulent prendre le marché. C'est que la réalité, c'est d'offrir la possibilité d'avoir des outils qu'on n'imaginait même pas. Et j'imagine qu'en neurosciences, justement, où là, vous découvrez certes des choses, mais où les données sont extrêmement nombreuses. Alors on parle des big data, vous savez, c'est-à-dire on est dans des millions et des millions et des milliards d'informations. Et j'imagine que là, dans votre domaine de recherche, l'intelligence artificielle, je ne dirais pas vous simplifie la vie, mais vous fait faire de la recherche différemment. Oui, alors on utilise assez peu au quotidien les termes d'intelligence artificielle et de big data. C'est vrai qu'ils sont très bien dans un dîner. Parce que les neurologues sont déjà très intelligents, c'est pour ça. Non, mais on les sort dans les dîners publics, effectivement, ça fait très chic. Non, mais la grande problématique, c'est, je vous l'ai dit, tous les médicaments sont très faiblement efficaces. Et donc, une des choses que tout le monde cherche à faire, c'est de se dire, trouver la façon de prévenir la maladie, de la détecter, de détecter une tendance à aller vers la maladie bien avant. Donc, c'est le domaine de la prévention. Mais ça, c'est une science des signaux faibles. Et c'est une science de la multimodalité. Donc on ne va pas avoir, pour la maladie de Parkinson, vous savez, il y a une rigidité, ça c'est lorsque la maladie est déclenchée. La question c'est quel type de signaux très faibles peuvent prédire le fait qu'on est à risque ou qu'on va dans cette direction de la maladie. Et donc l'intelligence artificielle que nous on appelle autrement, c'est les analyses multimodales, c'est la capacité d'intégrer des systèmes de données très très complexes, de l'imagerie cérébrale,
du comportement, des marqueurs biologiques circulants, pour identifier un algorithme qui vous permet de savoir qu'une personne qui n'est pas encore malade est en train de se diriger vers la maladie. Donc d'opérer un diagnostic très précoce. Et en termes informatiques, ça implique des nouvelles méthodologies, en particulier le machine learning, donc l'apprentissage des machines, pour être capable de brasser de très grandes quantités de données, et à force de les brasser, de les rebrasser, de faire du test et erreur, d'arriver à quelque chose qui est la clé d'analyse qui vous donne le diagnostic. Mais rassurez-moi, au départ, on est bien d'accord, c'est quand même l'humain qui va rentrer les informations, qui va les filtrer, qui va les mettre... Parce qu'on dit, par exemple, on a des bases comme ça de données où il y a les études, et on dit on rentre 200 à 300 études par mois. Donc vous imaginez, c'est absolument phénoménal. Et donc, pour l'instant, l'humain reste quand même celui qui pilote la machine, rassurez-nous. Alors, absolument, et même à deux niveaux, je dirais. D'une part, parce que c'est celui qui pilote, et parce que, on l'a repris tous les deux, c'est un mot-clé, on doit éduquer la machine. Autrement dit, ça n'est pas que la machine se met à apprendre toute seule. Et donc, à partir du moment où on doit l'éduquer et la faire fonctionner, ça veut dire justement qu'on a ce contrôle. Mais il y a un deuxième point dans votre question qui est très important. C'est que le risque majeur de toutes ces technologies, du digital, de l'intelligence artificielle, etc., c'est que si on entre des données qui sont inexactes, on a fatalement des modèles qui ne veulent rien dire. Et donc, quelquefois, on dit finalement la médecine, l'épidémiologie vont prendre moins d'importance. Mais au contraire, la description exacte de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, un phénotype, c'est-à-dire finalement le comportement global d'un individu, est fondamentale, parce que sinon tout le reste est faux. Donc, on est dans une situation où, effectivement, bien sûr, l'humain reste au centre de cette affaire, et on peut peut-être d'ailleurs y revenir en ce qui concerne les épidémies. Donc voilà en tout cas ma perception des choses. Complètement d'accord. Donc l'humain est au centre, toujours. L'intelligence artificielle ou l'informatique n'est qu'un outil. Ce qui change par contre, c'est que l'humain n'est pas forcément tout le temps que le médecin. Donc la médecine maintenant a une dimension extra-hospitalière, justement avec tous les outils connectés. On parlait de données complexes. Avec votre téléphone portable, vous pouvez faire remonter des tonnes de données qui peuvent être extrêmement intéressantes pour comprendre l'évolution de la maladie ou pour prévenir la maladie. Donc le malade ou le sujet maintenant est devenu un acteur de cette création de données qui permet d'améliorer la médecine. Ça ne se passe plus qu'à l'hôpital, ça c'est terminé. Alors ça fait partie, je crois que c'est important de souligner, de cette espèce de mutation de la santé, même au-delà de la médecine, puisqu'en effet, les bien portants, les patients, donc ceux qui ont éventuellement une maladie, vont en effet être des interlocuteurs, mais qui sont de plus en plus éduqués. Et d'ailleurs, tout le monde essaye d'aller dans ce sens-là. Mais si je prolonge ce qui vient d'être dit, on se dit, voilà, il y a des machines qui maintenant ont digéré des tas de données qu'un cerveau de médecin normal ne pourrait pas forcément assimiler en quelques secondes. On peut le comprendre. Est-ce que vous pensez, et là on va vraiment dans votre concret quotidien, qu'on peut aller vers, je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle ont lu ce livre de Guy Valencien, qui était de dire, on va vers une médecine sans médecin. Alors c'est un terme un peu raccourci bien évidemment, mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que le médecin généraliste qui est le vôtre, qui est si important, qui est au centre de votre bonne santé, est-ce que ce médecin généraliste un jour va avoir comme aide au cabinet une intelligence artificielle, un ordinateur qui va l'aider à faire le diagnostic? Oui, moi je crois que c'est exactement comme ça qu'il faut le... On va attendre que la compétition se termine avec la salle générale. Voilà, allez-y monsieur Bréchot. Je crois que c'est exactement comme ça que ça va se poser. Je pense qu'on peut imaginer un médecin qui est effectivement sa machine, son ordinateur à côté de lui, qui va lui donner vraiment le digest de l'ensemble des informations. Mais à l'arrivée, il va falloir qu'il intervienne. Et il va falloir qu'il intervienne d'abord parce qu'on va lui donner des probabilités. On ne va pas forcément lui donner une solution avec un grand S. Et puis la seconde, mais c'est évident, mais il faut toujours le répéter, c'est que c'est là où justement le mot humain par rapport à intelligence artificielle prend son sens. Il faudra parler et le contact restera.
je pense qu'à partir du moment où on dit qu'on parle d'aide, on est dans un discours et dans une démarche extraordinairement positive. À partir du moment où on voit par exemple des patients arriver aux urgences, je vais être un petit peu provoquant, et où au lieu d'examiner un patient, le premier réflexe va être de le mettre dans des examens compliqués, alors à ce moment-là, on perd quelque chose. Et donc je pense que l'éducation, la formation des médecins, mais aussi justement ce type de rencontre, la compréhension par l'ensemble de la population des données du problème va être essentielle. Alors je pense qu'Alexis Génin sera d'accord, parce que bien évidemment pour un neurologue, pour un homme de neurosciences, il n'y a pas que l'équation A plus B, il y a aussi la façon dont on peut voir A, dont on peut voir B et dont on peut restituer C. Oui, je suis entièrement en ligne avec ça. Donc le métier de médecin va très probablement évoluer grâce aux nouvelles technologies, mais ce n'est pas une substitution du médecin par la machine. C'est un élargissement des missions du médecin permis par l'aide de ces technologies. Donc typiquement, quand vous voyez la médecine des années 70, vous allez consulter votre médecin, vous ressortiez avec une ordonnance, prenez 3 pilules rouges, une pilule bleue. Bon, ça ne marche plus. Maintenant, l'offre de soins doit être une offre de soins complètement intégrée, qui peut aller avec des programmes d'accompagnement à domicile. Vous vous souvenez, la médecine du 19e siècle, on vous disait, allez à la montagne, allez faire une cure. Cette médecine très intégrée, où le patient, le malade, est au centre, et où on s'appuie sur la richesse des données qu'on est maintenant capable de générer pour lui prescrire quelque chose qui est beaucoup plus complet que le seul médicament, et qui va inclure des programmes de prévention, l'utilisation d'une technologie, je pense que c'est ça le futur de la médecine. Alors, une petite question dans la salle pour vous. Vous allez lever la main tout simplement, on est entre nous. Est-ce que, pour vous, vous répondez sincèrement, est-ce que cette évolution, c'est-à-dire ces notions d'ordinateur, d'informatique, de choses comme ça, est-ce que ça vous fait peur à titre personnel pour votre santé? Est-ce qu'en fin de compte, oui ou non, donc on va faire la question oui, quels sont les gens dans la salle qui pensent que cette évolution avec l'informatique, ça vous fait peur? Qui a peur de l'informatique dans la santé? Quel bonheur! Vous avez tout compris déjà. Hein? Oui, mais c'est Viva Technologie. Hein. L'échantillon est biaisé, c'est ça vous avez dit? C'est Viva Technologie, donc on a plutôt... Voilà. Alors, on fait une petite pause, comme vous l'avez promis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, ça va être aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des commentaires? Alors, je ne sais pas si c'est prévu, donc moi je vais faire l'hôtesse, parce que je vais essayer de trouver l'escalier. Ah voilà, donc voilà des micros. Le micro va venir vers vous, et vous allez avoir la gentillesse de vous nommer. Il y a monsieur là qui va lever la main parce qu'on l'a perdu de voilà. Voilà, et monsieur ici. Voilà. Allez-y, vous avez la gentillesse de vous nommer et on vous écoute bien volontiers. Oui, merci monsieur Cardonnet pour votre présentation. Je suis médecin, je m'appelle Dr Pardieu. Je me souviens très bien dans un stage de garde à la Salpêtrière il y a déjà quelques dizaines d'années, un autre interne qui était d'un CHU du sud de la France était inquiet pour sa fonction rénale, donc il avait demandé le vendredi un échantillon de sang à l'époque, ça se passait comme ça, et le lundi il était affolé parce qu'il pensait qu'il allait passer en dialyse le lundi. Tout ça parce qu'il n'avait pas mis l'échantillon au réfrigérateur à l'époque, donc il y a déjà une mauvaise captation des données. Alors ma question c'est, effectivement, l'informatique ne fait peur à personne, mais pas grand monde sait l'utiliser correctement, de façon sûre, de façon probante et pertinente. J'en ai eu l'exemple il y a 2 jours dans la présentation dans ma ville du programme du IA. On a demandé combien de gens avaient double compte, un Gmail ou un Numéricable ou un Orange FR. Il n'y en avait que 2, dont moi. Donc ce qui veut bien dire que la question, ce n'est pas seulement des sachants vers les gens qui sont demandeurs d'informations ou de soins, c'est la formation bilatérale préalable qui est immensément difficile dans ce pays. Impeccable. Je crois que c'était très important de souligner. Christian Brechon, vous allez répondre là-dessus. Et vous allez nous dire justement, au niveau de l'Institut Pasteur, comment vous formez vos gens? Oui. Vous soulevez effectivement 2 points essentiels. Le premier, c'est la notion d'échantillon. C'est ce qu'on appelle, sans entrer dans les détails, centre de ressources biologiques, c'est-à-dire être capable de façon homogène de stocker des échantillons, de les traiter d'une façon qui fasse que les résultats veuillent dire quelque chose.
Et ça, c'est vrai au niveau français, mais c'est vrai au niveau mondial. Et par exemple, quand vous vous demandez si des échantillons sont contaminés par le virus Ebola à Conakry, eh bien, c'est pas pareil que de vous demander ça dans la région parisienne. Et pourtant, il faut avoir des centres de ressources biologiques et une homogénéité. Le deuxième point auquel vous avez également parfaitement raison, c'est effectivement cette notion d'éducation et de formation. On revient toujours à ça. Ça ne sert à rien de faire tous les progrès qui sont faits actuellement si on se déconnecte effectivement de la manière dont on forme nos médecins, mais ça va bien sûr au-delà des médecins, les pharmaciens, les vétérinaires et également la population. Alors comment on fait à l'Institut Pasteur ? L'Institut Pasteur, c'est un grand centre d'enseignement. On travaille bien sûr en partenariat avec les universités, avec les hôpitaux. On est d'ailleurs en partenariat aussi avec l'ICM. C'est un grand centre d'enseignement où l'enseignement est un enseignement multidisciplinaire. Et ça, c'est un mot à la mode, mais c'est un vrai mot. C'est-à-dire, d'emblée, apprendre à des jeunes étudiants, mais aussi à des moins jeunes, et j'insiste toujours là-dessus, probablement par solidarité personnelle, mais parce que je pense que c'est important, à avoir ce type de formation. Donc ça veut dire, c'est compliqué, mais on peut y arriver. C'est, entre guillemets, exposer très tôt les gens à ce nouveau mode de pensée. Ce n'est pas seulement une technologie, c'est une nouvelle modalité de formation. Voilà, on voit bien l'évolution qui se fait, c'est-à-dire que le travail aujourd'hui est un travail d'équipe des professionnels de santé en général, et c'est ça qui est important, c'est qu'en fin de compte, il n'y a plus le médecin et puis d'autres collaborateurs éventuellement, c'est vraiment toute une équipe, et dans les équipes de recherche, c'est vraiment fondamental. On va prendre une autre question qui sera pour Alexis Génin. Il y avait un monsieur, voilà, on vous écoute. Didier Cornel, membre de l'association HEALS, Healthy Life Extension Society. Désolé pour l'accent belge, je suis belge mais je me soigne. Et vous n'êtes pas trop triste pour hier soir, non, ça va? Vous n'êtes pas trop triste? Ah, moi, personnellement, je suis content. Non, vous êtes hors du foot, alors on ne parle pas de foot, d'accord, allez-y. Donc, vous savez certainement qu'aux États-Unis, il y a des grandes sociétés et puis aussi des mécènes comme il y a Google Calico, Human Longevity Incorporated et puis d'autres, IBM Watson dans une moindre mesure, qui s'attaquent réellement aux maladies liées au vieillissement pour mettre fin, dans un avenir pas trop lointain, réellement à la sénescence, donc à ce qui tue apparemment aujourd'hui à peu près 90% des gens dans un pays comme la France. Ma question, c'est quand est-ce que les industries françaises et par ailleurs européennes, et quand est-ce que les institutions publiques françaises et par ailleurs européennes vont, je dirais, prendre conscience de ce paradigme qu'on peut mettre fin que la maladie est peut-être que le vieillissement est peut-être une maladie. Quand est-ce que la prise de conscience va avoir lieu et quand est-ce qu'il y aura un combat global contre les maladies liées au vieillissement en France, dans le secteur public ou dans le secteur privé? Voilà, en partant du principe que le fait de retarder le vieillissement est une bonne chose et qu'on se retrouve un certain nombre sur Terre. Alexis Génin, c'est typiquement pour vous, ça, le vieillissement, c'est la sénescence cérébrale, c'est des troubles cognitifs, c'est ce qui fait que dans la vie de tous les jours, on n'est plus aussi pointu. Alors, est-ce que vous êtes copain avec les autres des autres pays? La question est large, hein, et c'est une question scientifique de fond. C'est est-ce que le vieillissement est naturel ou est-ce que c'est une forme de maladie qu'on a tous à un moment? Et il n'y a pas de réponse. Donc il y a effectivement une école essentiellement californienne et essentiellement transhumaniste. Disant finalement on va finir par réussir à avoir la vie éternelle. La science aujourd'hui est un petit peu loin de ça, hein. Ça reste une hypothèse tout à fait non vérifiée. On a déjà du mal à ralentir le vieillissement. Avec une communauté de centaines de milliers de chercheurs travaillant dessus, le fait de le stopper complètement, je me pose des questions. Et effectivement, comme vous disiez, il y a une question plus générale, c'est bien si plus personne ne meurt, on risque d'avoir un petit problème d'encombrement à un moment sur la planète. Et encore une fois, c'est surtout de bien vieillir, parce qu'on sait qu'en France, l'espérance de vie recule en permanence, c'est merveilleux, on fait des progrès, mais que l'espérance de vie en bonne santé ne s'améliore pas fondamentalement, voire se détériore un peu. Christian Bréchot, vous vouliez ajouter? Oui, non, juste tout à fait d'accord avec ce commentaire. Il y a, de toute façon, ce qu'on dit toujours, il y a le vieillissement et la longévité. C'est pas forcément exactement pareil. Mais par rapport à la question sur l'Europe, par rapport aux États-Unis, c'est tout à fait vrai que, au fond, à la limite, si on veut être un peu provoquant, même si c'est impossible de lutter réellement contre le vieillissement, c'est une forme de recherche
qui apportera énormément à la médecine de toute façon. Et par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, moi je fais partie des personnes qui sont convaincues que, d'abord, il y a pas mal de choses qui se font en France, dans les organismes de recherche publics déjà, mais on n'aura aucune visibilité si on n'est pas au niveau européen. Pour moi, c'est caractéristique, que ce soit également les questions justement par rapport à un certain nombre de géants technologiques. Si on n'est pas capable de travailler ensemble au niveau des pays européens, c'est un sujet assez actuel, je pense personnellement qu'on ne pourra pas arriver au même niveau. Alors, on va parler maintenant des choses qui vous concernent très directement. Là, on a planté un peu le décor. Dans cette deuxième partie, dans la salle, vous allez lever la main, c'est évident. Qui a un smartphone? Bon. Donc, vous êtes connectable à tout moment, c'est le cas de le dire. Et donc, on va parler de ces fameux objets connectés en santé, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut se connecter quasiment sur tout. Il y a les tétines connectées, il y a le thermomètre connecté, il y a votre four qui est connecté, vous pouvez allumer la lumière à distance, enfin, tout est connecté. Et je voudrais demander justement, on va commencer par Alexis Génin, ces objets connectés, est-ce que c'est un gadget au sens de c'est bien parce que c'est la mode à l'heure actuelle, il faut un petit peu être branché sur tout? Ou est-ce qu'on peut imaginer, vous qui êtes un chercheur plutôt qu'être là-haut, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous séduit parce qu'il y a quelque chose derrière de pratique et qui va faire évoluer la santé? Alors, en descendant de là-haut jusqu'à un petit peu plus bas, on fait des choses formidables en médecine avec les objets connectés. Donc le smartphone, on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil de collecte d'informations extraordinaire. Et quand vous prenez par exemple un traitement parce que vous êtes malade, la médecine d'aujourd'hui fait que vous voyez votre médecin généraliste, je ne sais pas, une fois tous les 2 mois, et si vous allez à l'hôpital, c'est une fois tous les 6 mois. Et on ne sait pas ce qui se passe pour le malade entre les deux. Donc l'objet connecté, que ce soit le smartphone à la base ou quelque chose à domicile, peut permettre de dire, tiens, il y a un effet secondaire, ou tiens, la maladie commence à évoluer, il faut adapter le traitement. Donc c'est un outil extrêmement puissant pour affiner la prise en charge d'un malade. Et c'est aussi un outil extrêmement puissant pour impliquer le malade dans sa thérapie. C'est-à-dire en le stimulant sur... prenons une pathologie comme la sclérose en plaques, on sait que la distance de marche d'un malade avec la sclérose en plaques diminue. Mais on a un grand concept en neurosciences, on utilise ou on perd. La fonction, vous l'utilisez, vous la perdez. Donc le fait de marcher permet de ralentir le déclin. Si vous avez un programme avec un smartphone ou avec un jeu vidéo qui vous permet de stimuler ça, vous aidez, sans intervention de médicaments, le malade à décliner de façon plus lente. C'est modeste, on ne parle pas de guérir, mais on parle de se maintenir en autonomie plus longtemps. Donc une palette de traitements, de médicaments et de non-médicaments, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, il y a des thérapeutiques non médicamenteuses qui ont fait leurs preuves également, donc ça va permettre d'évoluer dans ce sens. Je vais laisser la parole à Christian Bréchot pour réagir là-dessus, pour dire que là, pour l'instant, on parle que du côté bénéfique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en attend, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qui peut améliorer, mais après, on va parler bien évidemment de l'autre côté, parce qu'il y a l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de ces données, où est l'éthique, et est-ce que c'est pas un petit peu agaçant d'être aussi intrusif? Les côtés positifs, par exemple, en épidémiologie. Oui, c'est donc là aussi, bien sûr, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'on vit véritablement, ce sont des mots qu'on utilise toujours, mais c'est vrai, une révolution. Donc, en plus de ça, je veux dire, vous êtes dans un village en Afrique ou en Inde, vous avez maintenant la possibilité de faire des diagnostics, de faire un suivi d'une manière incroyablement efficace et qui change tout dans notre manière de concevoir la santé globale. Et l'évolution des choses, et c'est un peu cynique, ça a été les pays dits développés, je dirais, on finit par comprendre, et malheureusement à cause d'exemples assez terribles, qu'en fait un problème en Afrique, un problème en Asie, c'est un problème en France, et c'est un problème aux États-Unis. Et donc, en fait, cette idée, effectivement, de connectivité, ces objets connectés, ça dépasse totalement une partie du monde. C'est réellement une question globale. Et ce que je trouve très intéressant, parce que c'est la pratique d'un directeur général d'Institut Pasteur, puisque je voyage beaucoup dans différents pays, c'est que finalement, je ne dirais pas qu'ils sont en retard sur nous. Autrement dit, tout le monde a effectivement un téléphone portable en Afrique ou pratiquement. Et donc on peut faire des choses
fantastique en termes de prévention des épidémies dans les années qui viennent. Et donc, ça fait partie du bénéfice, même si... Donc, ils peuvent jouer pleinement leur rôle. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'un pays africain est en retard dans ce domaine. Il suffit qu'il ait en effet un smartphone, qu'il ait un logiciel, et il va devenir un lanceur d'alerte en quelque sorte, de la même façon qu'on peut être en France. Un lanceur d'alerte pour évidemment son pays, pour sa communauté, bien sûr, mais un lanceur d'alerte au niveau mondial. Et voilà, donc toute cette réflexion qu'on a, et on va parler effectivement des risques, je pense qu'une des très grosses évolutions des dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'on prononce un mot, on doit le prononcer en pensant qu'il est global sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est une sacrée évolution. Alors si on revient à titre individuel, encore une petite question pour vous, quels sont ceux qui en fait se servent de leur smartphone pour savoir combien ils ont fait de pas dans la journée? Vous savez, il y a des podomètres. Qui se sert de ça en disant tiens, aujourd'hui j'ai fait mes 10 000 pas? C'est pas encore totalement la majorité, on peut pas dire. Vous savez, il suffit de brancher dans votre smartphone et puis à la fin de la journée on vous dit vous avez fait 3 000 pas. C'est pas très brillant. Et puis il y a des communautés qui se créent pour marcher encore un peu plus, parce que l'activité physique c'est un bon médicament, bien évidemment. Dans les exemples qu'on donne classiquement, c'est en effet la possibilité de surveiller les malades à distance. Alors on se dit, mais en France, pourquoi? Aux États-Unis, on comprend bien, il y a des centaines de kilomètres, donc on ne va pas se compliquer la vie, on va faire ça. Mais en France, se dire que par exemple, on a une balance sur laquelle on se pèse tous les jours, qui est connectée et qui renvoie à un central, un appareil à tension qui renvoie la tension à un central, le fait en effet de savoir si l'activité physique est faite de façon régulière, comment sur le plan médical ça peut être exploité et comment c'est un plus pour le suivi du patient? Alors, je dirais qu'il y a deux catégories d'objets connectés, hein. Les Play Store et Apple Store sont pleins d'applications bien-être où on vous propose le soi quantifié. C'est plus et on finit la journée en n'ayant pas fait un footing, mais en ayant fait 10 000 pas. On n'a pas mangé avec des amis, on s'est fait 850 calories avec autant de protéines. C'est pas bon pour l'ego, ça? Ben, il y a une vraie question de quel est le contenu informatif. Est-ce que le contenu informatif, c'est d'avoir mangé ces 2500 calories si vous êtes un homme, ou ces 2000 calories pour une femme, ou est-ce que c'est comment vous l'avez fait et comment vous avez intégré ça dans votre vie? Donc médicalement, la sémiologie, donc la capacité d'être proche des gens, prône plus le soi qualifié que le soi quantifié. Mais le soi quantifié peut être un outil pour aider à suivre un patient, un malade, encore une fois, à domicile. Mais il faut quand même prendre un tout petit peu de distance avec ces choses-là. Au quotidien, la façon dont nous on le fait, je vais vous donner un exemple. On a un problème dans la maladie de Parkinson, c'est les chutes. Quand un malade de Parkinson cherche à démarrer sa marche, il a tendance à avoir du mal et parfois à chuter. Et finalement, l'essentiel des blessures de ces malades viennent de leur chute. Donc on a développé un programme de jeux vidéo basé sur Kinect, donc à l'ICM, où on montre que le fait de faire des entraînements physiques à domicile en utilisant la Kinect diminue de moitié le risque de chute. C'est ce type d'objet connecté, ce type de quantification qui nous intéresse, plus que des données très générales dont finalement, à un moment, on est noyé dans la donnée, on ne sait plus quoi en faire. Donc on croit plus à l'Institut, à la notion de smart data qu'à la notion de big data. C'est pas la quantité de données, c'est la donnée dont vous avez besoin pour influencer. Donc on retrouve un petit peu ce que disait tout à l'heure Christian Bréchot, c'est de dire aujourd'hui on va vers une médecine personnalisée, donc vers une santé personnalisée, c'est-à-dire qui est plus ciblée sur ce qui est important pour vous. Et donc là on est en train de distinguer, c'est la question pour Christian Bréchot, on est en train de distinguer en fin de compte ce qu'est la santé, la bonne santé, le suivi, parce qu'en fin de compte on doit pouvoir être acteur de sa bonne santé et de la maintenir le plus longtemps possible, parce que c'est l'environnement qui souvent, et soi-même, qui quand même créons un petit peu la maladie, petite goutte d'eau qui fait déborder le vase génétique, mais en fait, il faut bien dissocier cela de la personne malade. La personne malade qui peut bénéficier, encore une fois, d'un certain nombre de paramètres qui vont lui empêcher de se compliquer sur le plan de la maladie. Christian Bréchot. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans toutes ces données qui s'accumulent, ces applications dont certaines sont très heureuses, par exemple, en écoutant Alexis, je pensais qu'à Pasteur, il y a beaucoup de travail sur l'autisme. Il y a actuellement des applications qui sont des systèmes de connexion qui sont extraordinairement utiles pour faire progresser les enfants. Donc il y a des choses vraiment formidables qui se font. Mais inversement, c'est vrai que quelquefois, on a l'impression de voir des données pour des données. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver effectivement sur son iPhone des tas de choses, mais finalement, en termes de réalité, d'impact,
sur notre vie, sur notre santé, c'est pas si évident. C'est là où l'intelligence artificielle au sens général peut aider, c'est-à-dire en permanence en réanalysant le réel impact sur la santé, le réel impact sur la qualité de la médecine de toutes les données qui sont fournies, et je dirais, si je peux me permettre le terme, entre guillemets, de nettoyer un certain nombre de données qui finalement ne sont pas réellement utiles. De là découle la réponse, c'est qu'une fois qu'on a réellement identifié le petit nombre de paramètres qui vont avoir un vrai impact sur la prise en charge médicale, alors oui, à ce moment-là, on donne une vraie aide aux médecins. Et là, on est dans le plus vraiment très significatif. Mais alors, c'est le rôle de qui de faire ça? Parce que le problème, il est là, c'est que tout le monde va dire « mais moi, je suis content de savoir que j'ai mangé que 300 calories ». L'autre va dire « non, qui, sur le plan de la régulation, en quelque sorte, on a des agences du médicament, on a des agences, etc. Est-ce que sur le plan de la régulation de l'information, en France, comment ça fonctionne, messieurs? C'est une question piège, hein, parce que c'est pas facile de répondre à ça. Non, mais on peut peut-être quand même faire deux grands domaines. Il y a l'application bien-être. Si on a envie de savoir qu'on a mangé le nombre de calories qu'on devait prendre chaque jour, que ça aide à suivre un programme, très bien. La logique en médecine et en sciences, elle est différente. C'est quelle est la donnée réellement pertinente et comment elle est utile pour une meilleure médecine. On ne parle pas de bien-être, mais on parle d'une meilleure médecine. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Christian, c'est pas la quantité de données, c'est trouver la bonne. Et pour trouver la bonne, c'est des endroits comme l'Institut Pasteur, c'est des endroits comme l'Institut du cerveau et de la moelle épinière où on peut confronter ça à une réelle analyse scientifique et voir réellement dans des études médicales à large spectre qu'est-ce qui donne l'information dont on a besoin. Et là, vous avez ensuite pas une solution de bien-être, mais vous avez une réelle solution de santé quand vous faites ça. C'est ce qui est sûrement le plus significatif, c'est vrai. Ça nous fait venir en fait à une question fondamentale qui est, voilà, quand il y a plein de données qui circulent, vous savez comme moi que quand vous réservez un voyage, pendant les 8 jours qui suivent, on va vous dire vous devriez partir à cet endroit-là au cas où vous n'auriez pas concrétisé votre voyage. Donc ça veut dire que quand même il y a une connaissance là-haut de gens qui gèrent toutes ces données. Et donc en santé, et c'est le dernier point que je voudrais aborder avant de vous repasser la parole, c'est justement comment est-ce qu'on peut se garantir du fait que ces données restent anonymisées, qu'elles sont utilisées à bon escient? Google et Microsoft sont des gens fantastiques, bien évidemment, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données? Est-ce qu'une charte éthique suffit? Comment on peut gérer cela? Je m'adresse au patron d'une institution française. Problème majeur. Et je pense que la réponse honnête est que le débat est encore devant nous. Problème majeur. On est en train, au sein de l'Institut Pasteur, de mettre un réseau au sein de ce réseau international des 33 instituts dont je parlais sur les données épidémiologiques, la surveillance. C'est fantastique, on fait quelque chose qui va être unique au monde, mais c'est exactement ça. Comment on va faire pour que des données qui vont venir de Phnom Penh, d'Abidjan, de Montevideo et de Paris, bien sûr, vont être protégées? Alors, moi, je pense qu'il y a une réponse, je dirais, technique, mais qui est là, je dirais, malheureusement, on est forcément dépendant de ce qu'on nous dit et des contrôles qui sont faits. On entend effectivement qu'il y a des progrès énormes dans la sécurisation des données, ce sont des discussions qu'on a tous les jours à l'Institut Pasteur, qu'on peut, sur un certain nombre de données, décider celles qui vont totalement rester confidentielles, celles qui peuvent être partagées, etc. Mais, sauf qu'il y aura toujours un hacker qui va les chercher. Voilà, mais non mais exactement. Non mais c'est pour ça que je dis le premier niveau est technique, mais au-delà de ça, il y a une question, je dirais, entre guillemets, politique au sens noble et général du terme. Je pense qu'il faut qu'il y ait réellement une stratégie globale pour tous les acteurs de ce domaine, sur lequel il y ait une absence complète d'abord de monopole des technologies. Et on parle, c'est peut-être une vue un peu naïve, hein, ce que je vais dire, mais je pense que dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de tous les industriels, de toutes les autorités politiques qui travaillent là-dessus, il faut qu'il y ait un partage. Autrement dit, si les gens commencent à travailler, à chercher des solutions, chacun de leur côté, on n'y arrivera jamais. Je pense qu'il faut décider une fois pour toutes que c'est quelque chose qui ne peut que impliquer la société au sens général et qui doit être traité sous forme de consortium qui, ensemble,
aucun acteur ne devrait pouvoir travailler par lui-même dans ce secteur. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une vue globale et à ce moment-là qu'effectivement ce partage des données soit en permanence soumis à un certain nombre de contrôles qui ne doivent pas être des contrôles bureaucratiques et tatillons, ce qui est facile à dire, mais qui doivent permettre à tout moment à un citoyen de se convaincre que effectivement les données qu'on a accepté de mettre lorsqu'on a été chez son médecin ne sont pas pour l'instant en train de se balader sur un serveur indien et j'ai absolument rien contre bien sûr les Indiens. Voilà, donc l'éthique, la déontologie et le citoyen en tant que tel restent quand même des valeurs sûres, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que vous avez sûrement entendu il n'y a pas très longtemps, 1 ou 2 ans, il y a quelqu'un qui s'est mis à l'extérieur de l'hôpital Necker et qui, avec son ordinateur, a court-circuité et récupéré les données des patients, les radios, les IRM, et a dit voilà, oui, j'ai tous vos dossiers à tous. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On peut faire pareil à l'ICM si on se met juste dans le pitié, juste en dehors, on récupère tout? Vous devriez venir pour essayer. On va voir ce que ça donne. Non, mais il y a 2 éléments de réponse. Je vais être un peu provocateur sur la deuxième partie, mais sur la première... donc à l'ICM, on a une vingtaine de startups qui développent beaucoup en technologie médicale. Donc on génère de la donnée biologique, comment vous respirez, quelle est votre activité cérébrale. Et la façon dont on a résolu cette question, c'est de dire ces données-là ne concernent que le malade et son médecin. Que le malade et son médecin. Donc ça ne va pas ailleurs. Ça ne va pas ailleurs, c'est toujours uniquement... Donc il n'y a pas de stratégie de valorisation de ces données comme on voit à d'autres endroits. Parce que le malade est au centre. Et ça, c'est systématique sur tout ce qu'on fait. Maintenant, pour être un peu provocateur, on a plusieurs milliards d'utilisateurs de Facebook, de Google et autres. Chaque fois que vous y allez, vous transmettez toutes vos données. Consciemment, sans que ça inquiète personne. Votre comportement est analysé. Donc ces groupes-là ont des équipes de neuropsychologie qui analysent votre comportement en ligne pour vous mettre du contenu publicitaire ou guider ce que vous allez regarder et vous maintenir sur le site. Donc, on est très peu sensible à ce genre de questions. Vous dire qu'on est hypocrite en posant la question, quoi. Donc, mais je dirais que quelque part, on a 2 niveaux. C'est déjà absorbé sur Facebook, donc personne ne s'en occupe. Et par contre, sur une question tellement cruciale qui est comment est-ce qu'on fait une meilleure médecine, là, on a tendance à se crisper un petit peu. Mais les données de chacun de vous sont déjà partout. Bon, donc on ne va pas se battre. Allez, après on fera juste 2 petites questions finales pour nos invités, pour vos invités. On vous donne la parole à nouveau sur ces questions. Si vous avez des choses à nous dire, voilà, il y a monsieur là qui... Voilà, on arrive juste derrière vous de l'autre côté. Vous avez la gentillesse de vous nommer et on vous écoute bien volontiers. Bonjour, donc Arnaud Lacoste. Donc moi je m'intéresse pas mal à la santé. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il soit interdit de faire un test ADN propre avec par exemple une filiale de Google? Pourquoi c'est interdit en France? Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se gratouiller la joue et se dire qu'on a tout, on sait tout et qu'on peut envoyer ça chez Google? Christian Bréchot. D'abord, on peut l'envoyer, c'est ça le point. La question qui est très pertinente, c'est pourquoi on ne peut pas le faire en France avec un test, par exemple, remboursé par la Sécurité sociale et homologué. Mais justement, le point, c'est qu'actuellement, par contre, vous pouvez l'envoyer à l'étranger dans des pays qui le font. Ce qui est déjà d'ailleurs une certaine forme d'évolution. Je pense que, sans du tout prendre parti, je pense que la position que nous avons dans notre pays, et là, je ne parle pas à titre personnel, hein, mais c'est que c'est justement ce qu'on vient de discuter. C'est est-ce que la discussion a été suffisamment approfondie sur la manière dont nous souhaitons utiliser un ensemble de données. Ce qui se passe effectivement sur ces tests ADN est très intéressant. Vous avez des informations qui sont extrêmement pertinentes quand vous envoyez actuellement un test ADN. Par exemple, au niveau nutritionnel, pour des enfants qui peuvent être à risque en fait de surpoids, de diabète, il peut y avoir des conséquences extrêmement directes et très positives. Et inversement, l'exemple qu'on cite souvent et qui est très relevant pour vous, c'est effectivement la personne de 25 ans à qui on dit vous avez un facteur de risque pour l'Alzheimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc effectivement, dans notre pays, on a tendance à considérer que quand on fait l'analyse entre risque et bénéfice, la balance n'est pas encore suffisamment du côté bénéfice pour pouvoir le diffuser. Alors, je pense personnellement, là donc j'exprime vraiment une vue personnelle, qu'à un moment ou à un autre, nous serons tous testés pour notre ADN et les enfants seront testés à leur naissance pour leur ADN. Je pense que c'est une démarche qui est inéluctable dans le futur. Mais je pense personnellement
que nous ne sommes pas prêts, c'était la question précédente, que la discussion n'a pas été suffisamment approfondie encore sur les stratégies qu'on doit adapter. Et puis on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'éducation du médecin. Parce que vous arrivez avec votre résultat ADN devant votre médecin traitant en lui disant « expliquez-moi ce que je dois faire », vous aurez un blanc le plus souvent. Voilà, Alexis Génin, justement, on le disait à l'instant, voilà, vous avez 25 ans, vous envoyez votre truc aux États-Unis, on vous dit vous avez 30% de chance de faire un infarctus, 20% de chance de faire un diabète, et vous avez 40% de chance de faire un Alzheimer. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une grande question. Qu'est-ce que vous faites de votre vie une fois que vous savez? Exactement, votre vie est finie parce que vous dites, bon, de toute façon, ça se terminera mal. Donc, est-ce que ce genre de choses, est-ce que ce genre d'examen, par contre, dans le domaine de protocole, pour vous, c'est utile? Alors, sur certaines pathologies, l'analyse génétique, elle est très importante parce qu'effectivement, elle peut prédire. On a des formes, la maladie de Huntington, par exemple. La maladie de Huntington est génétique, certaines formes de Parkinson aussi. Donc, on soigne mieux en sachant. Mais ça n'est pas le séquençage de toute la population française. Autre question? Alors, voilà, ça c'est merveilleux. Allons-y, madame. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut dépasser un tout petit peu ou est-ce qu'on est dans un timing extrêmement serré? On doit rendre l'antenne exactement à l'heure. Si notre homme de régie plateau qui nous accompagne régulièrement et gentiment peut me répondre. On peut déborder un tout petit peu? Oui, Claire Chazal arrive qu'à 15 heures, hein, c'est ça. Impeccable. On sera parti. Allez-y. Je m'appelle Inès, je suis étudiante en pharmacie. Vous parliez de smart data et de big data, donc la smart data qui serait plus pertinente que les big data. Est-ce qu'au contraire, vous ne pensez pas plutôt que la smart data concerne une médecine plutôt standardisée et qu'à l'avenir, pour une médecine personnalisée, on n'aurait pas plutôt besoin de big data et que ce n'est pas simplement des outils technologiques qu'on n'a pas pour le moment qui nous permettent d'analyser ces big data? Alors, je pense que c'est également une très bonne question, mais on peut... Ça devient un peu sémantique. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est qu'il faut avoir l'esprit totalement ouvert. Et donc, on parle de big data parce qu'on ne sait pas effectivement ce qui va être utile. Et donc, autant prendre tout, l'analyser. Mais en fait, à l'arrivée, ce que vous faites quand même dans votre démarche, c'est de convertir du big data en smart data. Simplement, ce que vous voulez, c'est une démarche évolutive. Ou ça, si je comprends bien. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que chaque fois qu'on fixe, par exemple, on dit voilà les 5 paramètres nécessaires pour prédire telle maladie, on oublie effectivement les progrès de la science qui font qu'il y en a 10 autres qui sont dans le pipeline et qu'on devrait intégrer. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et clairement, ça, c'est un exemple des progrès de ce qu'on appelle, entre guillemets, aujourd'hui dans notre discussion, intelligence artificielle, big data, parce que ce sont des choses qu'on peut faire et qu'on peut analyser. Il faut en permanence, entre guillemets, revisiter les dogmes, revisiter les marqueurs. Et ça, c'est ce qu'on peut faire actuellement et qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années, simplement. Pas mieux. Allez-y, monsieur. Bonjour, Adrien Vidal, je suis pharmacien. J'avais une question. Qui va payer l'e-santé? Est-ce que ça va être la sécurité sociale, les assurances ou les... Je crois que Marisol Touraine est dans la salle, si elle pouvait nous répondre. Non, c'est une blague. Rassurez-vous, elle ne viendrait pas faire des choses comme ça. Oui, alors donc, qui va payer? C'est ça la question. Oui, est-ce que ça va pas freiner son développement, justement, au final? Alors, qui va payer? Bon, à l'ICM, on sait qui paye. Ça, c'est des grands donateurs, c'est cette merveilleuse, ce montage absolument fantastique. Il faut le savoir quand même, cet institut est un modèle merveilleux. Vous savez que c'est Gérard Saillant qui en est le président et que des gens comme Luc Besson, Michael Schumacher, malheureusement, étaient des gens qui s'étaient impliqués largement. Et donc, c'est un très beau modèle. Donc, indépendamment de ça, qui va payer? Alors, effectivement, le démarrage de l'ICM, c'est la générosité des gens pour développer des nouvelles solutions, hein, dont les personnes que vous avez mentionnées, mais le grand public aussi. La question de qui paye, vous avez des réponses différentes en fonction de la personne à qui vous la posez. Mais globalement, ce qu'on voit quand même émerger, c'est qu'il y a une tendance à la consumérisation de la santé connectée qui fait que ça devient complètement accessible à peu près n'importe qui. Il y a des solutions de suivi qui se payent le prix d'un abonnement Internet et qui donc sont accessibles normalement à peu près à tous. Donc tant qu'il n'y a pas de fracture dans l'accès aux soins, on peut imaginer, et ça c'est une discussion qui nous dépasse, que la sécurité sociale n'est pas à s'impliquer. Et la sécurité sociale ou les mutuelles, et la sécurité sociale ou les mutuelles pourraient s'impliquer à partir du moment où ces solutions sont plus coûteuses et donc ne sont pas accessibles à tous sans une aide de la force publique.
Christian Brechot, vous avez une idée? Peut-être vous qui êtes futur ministre de la Santé. Surtout pas. Donc c'est une question extrêmement complexe. Je suis assez d'accord sur le fait qu'à partir du moment où on parle d'un coût, moi je pense que c'est l'État qui doit assurer la santé des citoyens et qui doit donc le prendre en charge dès qu'il y a un coût significatif. Tout est dans le mécanisme de régulation dont on parlait. C'est-à-dire que si on a réellement des technologies qui s'autorégulent, c'est-à-dire qui en permanence sont capables de dire voilà ce qui est utile, voilà ce qui n'est pas utile, parce que c'est vraiment ça le problème. C'est le problème du médicament en général et du déficit, c'est qu'on passe son temps à rembourser des choses, il faut bien dire, dont une partie ne sont peut-être pas aussi utiles que ce qu'on croit, et donc on perd une capacité à rembourser ce qui est très utile, et c'est facile à dire mais très difficile à traiter. Donc je pense qu'une grande partie effectivement va être prise en charge par une régulation du marché, une régulation du technologie, une régulation des coûts, et qui va faire finalement son chemin, et puis une partie par l'État, mais l'enjeu c'est il faut être capable d'apprécier de façon plus rapide le vrai bénéfice pour des patients. Et ça ne peut pas se faire dans un pays tout seul. Là, on revient à l'Europe, à mon avis. Et vous ne pensez pas que Google et Microsoft, ils vont demander l'avis de personne, ils vont organiser les choses, et que ça sera là. Si, ils vont organiser des choses, j'espère bien. Ils vont permettre de faire des choses fantastiques. Et je ne veux pas citer, il y a plein de compagnies qui vont permettre vraiment de le faire et qui vont donner une manière complètement différente de voir les choses. Mais il y a un moment quand même où il faudra que ça revienne vers l'État. Mais si l'information est donnée de façon correcte, ce sera dans des conditions plus faciles pour l'État, justement. Une dernière question, s'il y a encore une question dans la salle. Monsieur, c'est vous qui avez le bingo. Je suis désolé, monsieur, mais vous pourrez à la fin venir la poser, vous ne tracassez pas. Allez-y. Oui, bonjour. Zichan, moi je viens du côté informatique, contrairement aux autres intervenants. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ma question, c'est par rapport à la réalité virtuelle. Vous en avez touché tout à l'heure un petit peu avec Kinect. C'est aujourd'hui, sur quelles applications en réalité virtuelle travaillez-vous? Et vers où voyez-vous des applications réalité virtuelle être vraiment bénéfiques auprès des patients? Alexis Génin. Il y avait ce matin dans Vivatech un challenge qu'on a soumis aux start-upers sur la question de comment est-ce qu'on peut gérer les phobies. Une solution pour gérer les phobies. Et le gagnant de ce challenge est une jeune start-up qui s'appelle Fearless, qui développe des systèmes de réalité virtuelle. Donc si vous avez peur des araignées, j'imagine que le jeu va vous mettre face à une araignée, mais de façon pas trop violente. Donc dans le domaine des phobies et de la psychiatrie, les environnements immersifs doivent pouvoir être prometteurs. Là encore, on a une question éthique et de contrôle. Il faut que ces choses-là, au moins dans les premières années, se fassent à l'hôpital. Parce que si vous êtes dans une situation de fragilité et qu'on vous met dans un environnement très immersif, on peut imaginer un risque. Mais la réalité virtuelle, sur toutes les pathologies, l'aide dans les pathologies psychiatriques doit avoir un bon potentiel. Comme la réponse est courte, monsieur, on va vous laisser la parole. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne me suis pas encore fait gronder, donc tout va bien. Allez-y. Moi, je m'appelle Rémi Vieux, je suis étudiant. La question que je me posais, c'est... Parlez bien près du micro. Pardon. Depuis quelques années, il y a une forte émulation du secteur de la finance autour des biotech, enfin de la santé en général. Vous, en tant que professionnel de la santé, comment vous le percevez? Est-ce que ça change quelque chose dans votre métier? Est-ce que c'est de l'argent propre? Oui, c'est par exemple un Institut Pasteur, c'est une fondation privée avec d'ailleurs une grosse contribution des donateurs et des legs, mais aussi des partenariats industriels. Il y a eu 25 startups qui ont été créées au cours des 15 dernières années, dont 4 sont cotées en bourse. Il est clair qu'on en a dans ce domaine et que ça fait progresser les choses d'une façon tout à fait extraordinaire. Et je vois, indépendamment même de celles qui sont créées à Pasteur, on voit très très bien dans les programmes qu'on a actuellement à quel point ce sont les partenariats avec ce type de biotech qui dynamisent la recherche, y compris une recherche extrêmement fondamentale. Donc, globalement, c'est un aspect très positif. Mais puisque on termine, il faut également citer les aspects négatifs. Il y a des effets de mode absolument incroyables, on peut dire même lamentables. Je lisais ce matin dans un journal qui contribue à cet événement, le cas d'une personne aux États-Unis qui s'est retrouvée il y a quelques années à la tête d'un engouement d'investisseurs avec des milliards et des milliards sur une solution diagnostique soi-disant miraculeuse
Et maintenant, on s'aperçoit que c'est complètement du vent. Et donc, mais ça se régule. Ça se régule finalement tout seul. Donc, je dirais que la vue du directeur d'Institut Pasteur, c'est une vue extrêmement positive sur cette explosion qu'il y a actuellement dans ce domaine, y compris pour la recherche très fondamentale, mais on voit très très bien, mais c'est finalement assez logique, à quel point il y a quand même du vent dans certaines choses qui nous sont présentées. Bon, ben on revient toujours à ça. Il faut qu'il y ait une évaluation rigoureuse, indépendante de ce qui nous est proposé. Oui, allez-y. Très rapidement, je pense que le secteur est absolument indispensable parce qu'on traite des pathologies qui sont absolument dramatiques. Et les solutions, on les veut demain, pas dans 10 ans. Donc l'investissement permet d'accélérer tous ces programmes, que ce soit au niveau des instituts ou au niveau des startups qui sortent des instituts. Alors justement, une dernière question pour vous deux, on va commencer par Alexis Génin. Dans les 10 ans qui viennent, dans votre domaine, compte tenu en effet de tout ce qu'on vient de dire là, vous nous promettez quoi? C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, dans ce domaine-là, les choses vont s'accélérer, ce sera dans le Parkinson, dans l'Alzheimer, on franchira la barrière hémato-ménagée au niveau du cerveau qui bloque le passage des médicaments, des tas de choses qui se font aujourd'hui, dont vous avez entendu parler. Mais cette intelligence artificielle, ce dopage en quelque sorte des données par rapport à la recherche, dans les 10 ans qui viennent, vous envisagez quoi? Vous le voyez comment? Vous le vivez comment? Alors, dans les 10 ans, sur un aspect technologique, on est en train de franchir à l'Institut une barrière, justement, la barrière hémato-encéphalique. C'est la muraille de Chine du cerveau, c'est celle qui empêche les médicaments potentiellement efficaces d'entrer. On a développé une nouvelle technologie qui est capable de le faire. Donc dans les 10 ans, c'est ça. Continuer à développer cette technologie pour que les médicaments qui potentiellement peuvent guérir accèdent à leur cible. Et puis, sur cette intelligence artificielle ou sur Big Data, c'est ces algorithmes de prédiction très précoce de la maladie pour pouvoir prévenir et guérir. Christian Bouachaud. Moi, je pense 3 points très rapides. Un, une vraiment bien meilleure modélisation et donc prédiction des épidémies et surveillance. Qui ferait que notre capacité à réagir au niveau mondial, pas seulement au niveau français et au niveau Institut Pasteur, mais sera vraiment changée. Et on a eu un tournant avec Ebola et Zika, et ça, plus ces nouvelles technologies, les choses seront changées. Le deuxième point, c'est la vaccination personnalisée. Avant de se faire vacciner, des tests qui permettent de déterminer les personnes qui sont à risque, les personnes qui ne le sont pas, et de résoudre ce qui est un enjeu majeur de la société, cette crainte qu'on a sur une fraction de la population contre les vaccins, alors que le vaccin est le grand progrès de l'humanité des 2 derniers siècles, et je pense que ça, c'est ce qu'on aura. Et puis troisièmement, la capacité de traiter des maladies comme des maladies du cerveau ou des maladies cardiovasculaires en agissant sur des microbes du tube digestif, des microbes exogènes. Voilà, vous avez un programme pour vos 10 ans à venir. Je crois qu'on peut applaudir vos invités qui nous ont bien expliqué le devenir. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Alors, vous pouvez en effet vous lever un petit peu, mais vous avez rendez-vous, je crois, à 15h pour une autre table ronde de grande qualité animée par l'excellente Claire Chazal. Merci à vous.